Ok, on va continuer donc la dernière phase du cycle ovarien qui est la phase lutéale, au cours de laquelle il y a formation du corps jaune. Euh, on venait d'expliquer que le pic de LH, non seulement il induit ou il a induit l'ovulation, ok, par le follicule mature, mais il stimule les réactions, toutes les modifications qui vont transformer les cellules de la granulosa ainsi que les cellules de la TEC, surtout la TEC interne, en un corps jaune. D'accord? Voilà donc la formation du corps jaune pendant la phase lutéale. Ok? Voilà aussi. Voilà, la formation après l'ovulation, OK. Formation du corps jeune. Là aussi, voilà, la formation du corps jeune qui est largement stimulée par la LH, OK, après, l'ovulation. Voilà, je peux vous montrer encore, d'autres, voilà, c'est là. Après l'expulsion donc du complexe cumulo-ovocytaire, il y a effectivement la formation du corps jaune et ceci a son activité, si je peux dire, optimale et maximale. Pardon. Donc une fois l'ovocyte qui est libéré, le follicule va commencer à se plisser et à s'affaissir. D'accord? Voilà, regardez ici comment il y a, vous observez le plissement. OK, voilà le plissement. Vous allez comprendre, c'est dû à quoi ce plissement donc de ce follicule heu, post-ovulatoire qui vient d'expulser donc expulser son complexe cumulo-ovocytaire et qui, s'est transformé en corps jaune. Donc ce follicule, il va se plisser et s'affaissir et les cellules de la granulosa pardon, les cellules de la granulosa vont, donc commencer à envahir toute la enfin presque, hein, OK, parce qu'il y a, une cicatrice fibrinogène là, heu, va occuper donc, tout l'espace qui était occupé par, le liquide folliculaire ainsi que, l'ovocyte. D'accord? Donc, heu, pourquoi il y a eu ce plissement et cet affaissement? OK? Tout d'abord, il faut voir que regardez ce qui est en noir là, OK? Cette ligne plissée, OK? Correspond à la membrane de Slavjanski ou à la membrane basale dont vous connaissez, sa localisation qui sépare la granulosa des cellules de l'attaque interne et l'attaque externe à l'extérieur. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe, pour cette membrane? Cette membrane, elle va en fait cette membrane basale, elle va se fragmenter, OK? Elle va se fragmenter, laissant alors la place à quoi? Laissant la place au vaisseau sanguin. Parce que voilà, laissant la place aux vaisseaux sanguins ainsi qu'aux cellules de l'attaque interne à envahir complètement les cellules de la granulosa qui étaient, ou bien la couche de la granulosa qui était auparavant avasculaire. Il n'y avait pas de vaisseau sanguin. OK? Donc, il y a pénétration des vaisseaux sanguins ainsi que des cellules d'attaque interne qui vont donc pénétrer et qui vont donc se mélanger euh, pour rester près l'une de l'autre, hein, avec les cellules de la granulosa. D'accord? Donc, les cellules de la granulosa, on avait dit, s'arrêtent de se diviser et vont s'hypertrophier. Donc, prendre l'aspect de cellules vraiment stéroïdogènes. OK? Ça ressemble aux cellules de l'attaque, pardon, excusez-moi, les cellules de Leydig, OK? Donc, des cellules, qui s'hypertrophient, ces cellules de la granulosa, forment donc des grandes cellules lutéales, ce qu'on appelle donc des grandes cellules lutéales et qui sécrètent, continuent à sécréter de la progestérone parce que n'oubliez pas que la progestérone, elle a commencé à être sécrétée, d'accord? Voilà, en rouge
La progestérone a commencé à être sécrétée pendant la période très proche de l'ovulation, OK? À la fin de la croissance, folliculaire. D'accord? N'oubliez pas, voilà, là, c'est beaucoup plus clair. Regardez que la progestérone, elle a commencé et dont la présence est indispensable pour l'ovulation, on avait expliqué, d'accord? Donc, pendant la phase lutéale, post-ovulatoire, il y a donc pardon, il y a le corps jeune continue donc à synthétiser et sécréter la progestérone pour arriver à un pic à peu près au 21e, 22e jour. OK, il y a un maximum de sécrétion de progestérone qui coïncide avec la masse, ici on peut dire, ou le volume optimal du corps jeune. D'accord? Voilà. OK. Le corps jeune qui est à la période optimale de son fonctionnement et de sa sécrétion. Donc, ces grandes cellules lutéales sécrètent la progestérone, mais aussi sécrètent de l'œstrogène, l'estradiol et de l'inhibine. Donc, ces trois molécules, dont deux sont des stéroïdes, progestérone et œstradiol, et l'inhibine. D'accord? Tout ceci sous la stimulation de LH. OK? Et ce phénomène, cette transformation, on l'appelle la lutéinisation. D'accord? La lutéinisation, donc, c'est un accroissement, c'est une augmentation régulière de la production de progestagène. D'accord? Voilà. Donc, ce plissement, vous avez bien compris, c'est dû à l'invasion. Regardez, ce sont les cellules lutéales, pardon, excusez-moi, les cellules de l'attaque interne, OK, qui vont devenir les petites cellules lutéales, OK, qui envahissent après la fragmentation de cette membrane de Slavjanski. Donc, ces plissements correspondent à quoi? À l'invasion des cellules de l'attaque interne qui vont devenir, qui vont subir la luteinisation aussi et qui vont devenir ce qu'on appelle les petites cellules lutéales avec les vaisseaux sanguins qui vont donc envahir, pénétrer dans la couche de la granulosa qui auparavant était avasculaire, d'accord? Et petit à petit, donc, toutes ces cellules vont donc occuper cet espace pour former le corps jaune. OK? Donc, cette phase du à son contrôle hormonal, c'est vrai que pour revenir maintenant aux concentrations pardon, hormonales, c'est vrai que cette concentration, elle n'est pas, excusez-moi, elle n'est pas très élevée. OK, on va voir pourquoi. Cette concentration, regardez, OK, après les deux pics ovulatoires LH et de FSH, voilà, le pic LH et le pic FSH, regardez, et il y a un effondrement tout de suite après les deux pics, un effondrement donc de la concentration de LH et de la concentration de FSH. Regardez, pendant presque toute la phase lutéale, les taux donc de LH et de FSH, elle est vraiment relativement faible, d'accord, pendant presque toute la phase lutéale, mais malgré que cette faible concentration de LH, elle est suffisante pour maintenir donc la fonction du corps jaune. D'accord? Pour maintenir la fonction du corps jaune et on va comprendre pourquoi en fait il y a cette réduction de la quantité ou du taux de LH et de FSH pendant presque toute la phase lutéale. D'accord? Alors, et ceci, yani la LH avec cette quantité relativement faible, elle va maintenir, l'activité du corps jaune ou la lutéinisation donc du corps jaune pendant 14 jours, pas plus. D'accord? Pas plus. Le corps jaune donc sécrète les 2 hormones, inhibine A dont je vous ai parlé, OK? L'inhibine A qui est sécrétée par le corps jaune, OK? Et pendant donc, par excusez-moi, le follicule préovulatoire, alors que l'inhibine B, elle est sécrétée pendant la phase folliculaire. D'accord? Donc, l'inhibine A
qui est sécrété par le corps jeune. Il y a aussi cette inhibina qui favorise la production, qui facilite et qui module, yani, qui euh, euh, favorise ou bien stimule, d'accord, la production de progestérone par le corps jeune. Et il y a aussi l'ocytocine, ok, qui stimule la libération de PGF de alpha. On va voir après le rôle de ces deux et surtout de l'ocytocine et de PGF de alpha. Mais avant, il faut parler un petit peu du contrôle hormonal de la phase lutéale. En l'absence de grossesse, OK, on va parler là où il n'y a pas de grossesse, d'accord? Donc, en absence de grossesse, il y en a en absence de fécondation, ce corps jeune qu'on appelle périodique ou bien cyclique, il sécrète de grandes quantités de progestérone. Voilà, il y a la progestérone et de quantité moindre, c'est vrai, de stradiol et de grandes quantités d'inhibine. C'est pas figuré, encore de l'inhibine. Donc, on a ces trois courbes. OK, l'inhibine A, la progestérone et ensuite le stradiol dans, qui sont sécrétés par le corps jeune. Alors, en présence de stradiol, donc en présence de cet stradiol sécrété, la concentration plasmatique élevée de la progestérone entraîne quoi? Une diminution de la sécrétion des gonadotrophines F, SH et LH, comme vous voyez ici. Donc, si vous faites cette projection, regardez, OK, et cette projection entre, voilà, le cycle des gonadotrophines hypophysaires et entre le cycle des hormones ovariennes, vous remarquez au fur et à mesure de l'augmentation des taux de l'inhibine, l'inhibine en haut, augmentation du taux de la progestérone, augmentation du taux de l'ostradiol. Il y a quoi? Il y a donc une inhibition des taux de LH et de FSH, comme j'ai dit, pendant presque toute la phase lutéale. D'accord? Et ceci en agissant comment? En agissant au niveau de l'hypothalamus et au niveau de l'hypophyse. On va voir votre diapo. Voilà, voilà votre diapo. Donc, voilà, les FSH et les LH, OK, qui sont à un taux très faible, OK. LH, elle va maintenir donc la luteinisation, elle va être responsable de la luteinisation du corps jeune. Le corps jeune, voilà, le corps jeune, il va commencer, comme on avait expliqué, à sécréter l'inhibine, la progestérone et le stradiol. OK? Regardez les rétrocontrôles, tous ces rétrocontrôles, c'est un négatif. D'une part, la progestérone et le stradiol, OK, vont exercer un rétrocontrôle négatif au niveau de l'hypothalamus, donc diminution de GnRH et par suite quand même diminution de la sécrétion de FSH, mais aussi progestérone estradiol exerce un rétrocontrôle négatif sur l'adénohypophyse. OK? À son tour aussi l'inhibine qui est spécifique et ceci depuis la spermatogenèse, le contrôle neuroendocrinien avec le rétrocontrôle négatif عند المâle. C'est la même chose aussi عند الفمelle, l'inhibine qui inhibe spécifiquement, principalement au niveau de l'hypophyse antérieure. L'adénohypophyse, elle, donc inhibe la sécrétion de FSH. Donc, inhibine, rétrocontrôle négatif exercé par l'inhibine sur la sécrétion de FSH au niveau de l'hypophyse, alors que la progestérone et le stradiol exercent un double rétrocontrôle négatif au niveau de l'hypothalamus en réduisant la sécrétion de GnRH et au niveau de l'adénohypophyse en réduisant aussi la sécrétion de FSH et de LH. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, pendant toute la phase du théâtre du cycle, les concentrations plasmatiques de ces gonadotrophines sont vraiment très faibles. D'accord? Tac. Maintenant, comment ça se passe la lutéolyse et son contrôle hormonal? Le corps jaune, j'avais dit tout à l'heure, il a une durée de vie qui est limitée.
OK? Il a une durée de vie qui est limitée et qui est environ 14 jours. OK? Si après 14 jours, il n'y a pas un soutien par la LH, il va dégénérer, il va subir l'autolyse. D'accord? Donc, en l'absence d'une augmentation de la sécrétion de gonadotrophine, le corps jeune, il va donc dégénérer. Ainsi, il va dégénérer dans les 2 semaines si la grossesse ne se produit pas. OK? Alors, la lutéolyse, en fait, la lutéolyse chez la plupart des espèces, elle est causée par le facteur lutéolytique qu'on appelle la prostaglandine PGF2-alpha. D'accord? PGF2-alpha. Et on avait trouvé que ce facteur lutéolytique, c'est un facteur qui est d'origine endométriale, d'accord? Qui passe dans la circulation donc locale et il va atteindre l'ovaire et il est stimulé en fait par l'ocytocine produite par le corps jaune et agissant sur les récepteurs de l'ocytocine endométriale qui se développe sous l'influence prolongée de la progestérone. Voilà donc. Il y a ici quoi? Il y a au niveau donc de l'épithélium, ok? Au niveau donc de l'endomètre, il y a fixation des récepteurs, ok, récepteurs à l'ocytocine. Et la fixation donc de ces récepteurs à l'ocytocine, ok, qui vont être quoi? Qui vont être, oh, oula, voilà, voilà, voilà. Donc, le corps jeune, ok, la libération, donc, on avait dit de PGF de alpha endométrial, c'est un facteur lutéolytique qui va induire quoi? Qui va réduire, ok, la production de la progestérone par le corps jeune et petit à petit va induire donc à la lutéolyse, à l'autodestruction de ce corps jeune. D'accord? Donc, on avait dit que l'ocytocine, voilà, l'ocytocine qui stimule en stimulant donc la libération de PGF-alpha endométrial, l'ocytocine donc qui est libérée par le corps jeune, elle va donc se fixer sur son récepteur OTR endométrial. En se fixant, elle va stimuler quoi? Stimuler la libération de PGF-alpha endométrial. Ce PGF2-alpha endométrial, il va gagner donc l'ovaire par la circulation sanguine, on avait dit, et il va donc, c'est un facteur lutéolytique, et il va euh, 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 aboutir, si on peut dire, on avait dit tout à l'heure, il va diminuer, inhiber ou réduire la production de la progestérone par le corps jaune et aboutir donc à la lutéolyse. D'accord? Donc, la régression lutéale implique, c'est quoi? Ou la lutéolyse, c'est une destruction des cellules lutéales, une ischémie et une mort cellulaire progressive, entraînant une chute de la production de progestagène. Voilà comment donc cette PGF2-alpha et qui doit être en fait sécrétée d'une façon pulsatile pour avoir donc son rôle, pour fonctionner normalement en induisant, en stimulant la lutéolyse. OK? Donc, la libération de PGF2-alpha endométriale qui est produite après fixation de l'ocytocine libérée par le corps jaune qui se fixe sur son récepteur endométrial. Donc, cette sécrétion pulsatile de PGF2-alpha endométrial, ok, dans la circulation locale, elle va donc faire régresser, ok, elle va faire régresser, elle est considérée comme un facteur anxiolytique, elle va faire régresser donc ce corps jaune, la formation, enfin, euh, elle va induire la lutéolyse,
OK? La lutéolyse qui se manifeste comment? Par une destruction des cellules lutéales, OK? Une ischémie, l'ischémie, c'est-à-dire il y a une vasoconstriction des vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le corps jeune, OK? Nous avions dit que le corps jeune, il est richement vascularisé. Donc, cette prostaglandine PGF2-alpha, elle provoque donc une destruction des cellules lutéales, elle provoque une vasoconstriction, c'est-à-dire une ischémie, et tout ceci donc va être euh, suivi par ce qu'on appelle la mort cellulaire progressive, entraînant petit à petit une chute de la production de progestagène. Donc, elle va produire ce qu'on appelle le corps jaune ou c'est un tissu cicatriciel blanchâtre qu'on appelle le corpus albicans qui va être bien sûr après phagocyté par les macrophages dans le tissu conjonctif de l'ovaire pendant une période qui est variable selon l'espèce. Avec la dégénérescence donc du corps jaune, les concentrations plasmatiques de progestérone et d'œstrogène diminuent. OK, pour revenir donc à ces concentrations qu'on avait vues, voilà. OK. Donc, avec la dégénérescence du corps jaune, voilà un corps jaune qui est dégénéré. OK. Les concentrations plasmatiques de progestérone, d'œstrogène ainsi que d'inhibine. Tout est, voilà, lorsqu'on commence à voir qu'il y a une diminution, c'est-à-dire ça commence la lutéolyse. L'inhibine qui diminue, la progestérone ainsi que l'œstradiol commence donc, en absence de fécondation, commence donc à diminuer le taux suite à cette lutéolyse sous l'effet donc de la prostaglandine endométriale PGF2 alpha. D'accord? Donc, la sécrétion de FSH et de LH augmente du fait de la libération des effets inhibiteurs de forte concentration d'hormones ovariennes et le cycle commence à nouveau. Heidi, c'est ce que j'ai. Je reviens donc une fois que tout est diminuer le taux donc d'inhibine, progestérone et d'ostradiol qu'on avait vu tout à l'heure euh, exercent un rétrocontrôle. C'est trois hormones, un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Lorsque donc leur concentration ou leur taux de ces hormones, il est vraiment très affaibli, il y a une levée, c'est ce qu'on avait dit, une levée donc de ce rétrocontrôle négatif, du blocage au niveau donc de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et petit à petit, il y a quoi? On avait dit, voilà, je reviens à cette petite fenêtre. Il y a, avec l'effondrement, avec la lutéolyse, l'effondrement de la sécrétion de l'inhibine, progestérone et oestradiol, il y a donc une montée progressive, surtout de la FSH, qui est indispensable à la fin de la phase lutéale. On avait dit de ce cycle, indispensable pour le recrutement de nouveaux follicules privilégiés, de follicules donc recrutables pour donc initier le jour J1 du cycle suivant. D'accord? Un nouveau cycle. Alors, en cas de grossesse, la production de gonadotrophine HCG, donc vous savez que cette HCG, on en a déjà parlé, elle est structurellement, elle est proche de LH. OK? Elle a beaucoup d'homologie dans sa séquence. OK, dans sa séquence d'aminoacides, elle a beaucoup d'homologie avec la LH. OK, voilà. Donc, cette HCG qui est sécrétée, bien sûr, par les futurs tissus placentaires, parmi lesquels trophoblastes, OK, puisque c'est l'analogue de LH, elle va maintenir donc, voilà, en cas de gestation de grossesse, elle va maintenir, OK, l'utilisation ou la formation du corps jaune. Donc, va maintenir le corps jaune pour produire tout ce qui produit progestérone, estradiol, etc. D'accord? Maintenir le corps jaune et provoque même un accroissement de sa taille et de sa production hormonale. Donc, c'est ce qu'on appelle le corps jaune gestatif dans ce cas. Donc, en cas de grossesse ou de gestation, c'est le corps jaune gestatif. En cas d'absence de fécondation, de gestation et de grossesse, il y a quoi? Il y a une lutéolyse, donc on l'appelle un corps jaune cyclique.
OK? Donc le corps jeune gestatif reste fonctionnel à peu près pendant les 2 à 3 premiers mois, le premier trimestre de la grossesse et après c'est le placenta qui produit donc suffisamment d'œstrogène et de progestérone pour maintenir donc la grossesse toute seule. OK? Donc là, pour terminer, qu'est-ce qui se passe au niveau donc HCG qui est l'analogue de LH? Elle peut donc se fixer au niveau, théoriquement, elle peut se fixer au niveau donc des récepteurs, OK, des récepteurs de LH, OK? Donc HCG peut jouer le rôle de LH et elle peut se fixer sur les récepteurs de LH au niveau du corps jaune, au niveau donc des cellules granuleuses, les grandes cellules idéales pour induire et stimuler les la production des différents stéroïdes. OK? Alors, le HCG, il inhibe toute fixation, d'accord? Toute fixation de l'ocytocine au niveau de ses propres récepteurs et en même temps, le trophoblaste, il produit de PGF2-alpha, mais d'une façon non pulsatile. Donc, la libération non pulsatile de PGF2-alpha n'est pas fonctionnelle. Alors qu'en comparant en cas d'un corps jaune cyclique, c'est en fait la libération par les cellules endométriales de PGF2-alpha et la sécrétion sous forme pulsatile, يعني toutes les تقريبا 6 à 12 heures, ok, il y a libération donc de PGF2-alpha. Cette modalité de sécrétion pulsatile de PGF2-alpha endométriale, c'est elle qui est fonctionnelle physiologiquement et qui aboutit à la lutéolyse, alors que dans le cas de la grossesse, il y a une sécrétion non pulsatile, donc elle ne peut pas donc euh, aboutir à la lutéolyse ou provoquer la lutéolyse de corps jeune gestatif. D'accord? Et comme ça, je finis avec vous. Au niveau de euh, la formation de corps jaune, il y a la phase lutéinique, la dernière phase, et c'est Dr. Larida qui va terminer ce chapitre avec tout ce qui se passe de modification au niveau de l'utérus, ok, et contrôle hormonal de ce cycle utérin ainsi que au niveau du col de l'utérus. Et comme ça, on va terminer le chapitre 5 et je crois que Dr. Larida va continuer le petit chapitre de fécondation et on termine avec vous donc ce cours. J'espère que vous restez en bonne santé, qu'on va se revoir, Inch'Allah, je ne sais pas quand, personne ne sait quand, mais si vous avez bien sûr des questions à poser, vous pouvez toujours les poser. Classroom, vous utilisez plus ce groupe de WhatsApp, utilisez ce que vous voulez, mais l'essentiel, c'est de travailler, ok, autant que possible. Je sais que la situation, elle est un peu difficile, pas très difficile pour tout le monde, mais lorsque vous étudiez, posez des questions et on attend vos questions. Et alors, bon travail.